Suite du 120% News jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre? C'est votre nouveau rendez-vous avec 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, le docteur Taureau, il veut fermer les classes afin de casser la contamination. L'éditorialiste Julie Graziani souhaite une vraie loi contre l'islamisme. Claire Lejeune, militante écologiste, veut en finir avec la prescription concernant les crimes sexuels, l'inceste. Et Christophe Barbier, il appelle de ses voeux à l'instauration d'un passeport vaccinal. Qui va vous convaincre? C'est parti et on commence avec le docteur Taureau. Une école du Plessis-Belleville dans l'Oise. On a eu 27 cas de contamination au Covid-19. Détecté, finalement, on a fermé l'établissement en fin d'après-midi. La procédure a été appliquée, mais c'est exceptionnel. La doctrine du moment, c'est bel et bien de garder les écoles ouvertes, comme le rappelait le ministre Blanquer. Nous sommes plus que jamais convaincus qu'il est de première importance de maintenir ouvertes les écoles. Comme l'a rappelé encore récemment le Conseil scientifique, c'est évidemment essentiel quand on mesure les avantages et les inconvénients d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école, de maintenir les écoles ouvertes, car il y a des conséquences éducatives, sociales, psychologiques, sanitaires même, pour les enfants, de ne pas aller à l'école. Et même si en milieu scolaire, à ce stade, la circulation du virus reste relativement maîtrisée, nous devons nous adapter sur certains points afin de maintenir la protection la plus étendue possible pour l'ensemble des personnels et des élèves. Docteur Taureau, 90 secondes pour nous convaincre qu'il faut fermer les écoles, top chrono. C'est parti, je vais faire une approche purement médicale et un peu sanitaire. Je vais me prendre pour un des membres du conseil scientifique qui conseille notre président de la République. Alors, aujourd'hui, on veut diminuer absolument la contagiosité. Nous sommes avec différents variants qui sont très contagieux. Nous avons aujourd'hui à peu près 13 millions d'enfants dans les écoles et c'est des endroits qui sont pratiquement jamais testés. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une chose par rapport au début, on sait qu'ils sont contaminants autant que les adultes et ils ont des charges virales comme les autres. Donc, si vous voulez, ce qui se passe dans les autres pays, regardons en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, nombreux pays ont fermé leur école. Ce qu'il faut vraiment, c'est prendre des décisions sanitaires. Et je comprends qu'on pourra me mettre face à moi le côté sociétal, le côté économique. Mais en côté médical, aujourd'hui, on est très loin de la vaccination totale, vous l'avez bien vu avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc la seule façon, c'est de bloquer. Et je vous rappelle que dans les régions du nord et de l'est de la France, nous sommes pratiquement aujourd'hui à 92% d'occupation des lits de réanimation. Quand on s'approche de Paris, on est à 70% et on est à 60%. Donc peu à peu, ces lits de réa, ça y est, ils sont pleins. Donc il faut bloquer la contamination. Et ces lieux, on a toujours dit, comme j'entends M. Blanquer, qui nous dit il n'y a pas de problème, on maîtrise, mais maîtrise quoi? Moi j'ai fait des tests dans ma ville au hasard, j'ai trouvé 2 enseignants qui étaient positifs parce qu'ils étaient asymptomatiques. Donc, où on met le paquet et on va contrôler tous ces enfants, ce qui est loin du compte aujourd'hui et ce qui n'est pas fait, soit clairement, on décide de laisser ces 13 millions avec un potentiel de contamination et donc, forcément, non pour eux, parce que c'est pas dangereux pour eux, cette maladie, mais pour les plus âgés qui, hélas, tomberont malades. Julie Graziani, débat, c'est parti. Alors, comme Ludovic n'a pas réussi à nous vendre son confinement la semaine dernière, il revient ce soir et il essaye de nous fourguer la fermeture des écoles. Agressive, Julie. Qui ne nous convaincra pas davantage. Non, c'est pas Attendez, alors allez-y. Je vais lui répondre après, Non, Julie. Ludovic, soyez bon joueur. On vous l'a pas fait passer la semaine un très mauvais dernière, perdant, ça Julie. passera pas Je vais vous le non dire plus ce pourquoi soir. après. Pensez aux parents, comment allons-nous nous organiser? On est déjà en télétravail, Moi, je pense alors on à fait ceux quoi? qui sont en réa, vous voyez, c'est la plus différence. enfants. Moi, j'ai un côté médical et je vois plutôt ceux qui sont en réanimation. Oui, mais vous ne pouvez pas ignorer l'ensemble des paramètres d'un problème. Vous nous avez fait la même chose la semaine dernière. En fait, bien sûr, si on regarde que les chiffres de la réanimation, on a envie de vous suivre, on a bon cœur comme vous tous. Non, c'est pas bon cœur. Mais je ne vous demande pas d'avoir bon cœur. Je vous demande d'avoir la réalité comme font les autres pays. Pourquoi vous ne préférez pas, docteur, une stratégie de pompier, c'est-à-dire dès qu'on repère une école où il y a des cas, là, on la ferme, etc. Bougez pas. C'est-à-dire être beaucoup plus vigilant, Super. mais ne pas imposer à tout le monde une disposition générale. Vous avez raison, Julie, bien que vous soyez quelquefois un peu agressive avec moi, mais je pense que je vais monter le ton aussi d'ici peu. Si ça continue, ça c'est clair. N'hésitez pas. Mais je le sais et je vais le faire. Mais bon, je disais juste une chose. Je vous donne un exemple dans ma ville. Il y a 3 jours, l'inspectrice d'académie me dit c'est un peu bizarre, il y a 10 enfants d'absence sur 30. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. C'est ce système-là qui est défaillant. Mais il est défaillant depuis le début. Oui, mais si on arrivait à contrôler mieux école par école,
ou zone par zone. Pourquoi faire une mesure générale? Mais parce qu'aujourd'hui, avec des on a vu que c'est un échec. Alors, depuis quand on nous dit qu'on vaccine? Depuis tout le temps. Mais si on surveille, Monsieur Blanquer, vous l'a annoncé, vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème parce qu'on va pas aller chercher les tests. Là. Mais on va retomber sur le même style de débat qu'on a eu la semaine dernière. Mais oui, mais je vais prendre un 3-0. Il s'agit de regarder région par région. Vous avez vous-même donné l'exemple de régions où la situation est plus critique que d'autres. Il faut regarder région par région, s'allier aux acteurs locaux pour voir ce qu'il est possible de faire pour restreindre les conditions d'accès aux écoles s'il le faut. Mais déclarer comme ça que c'est tout ou rien et que soit en fait les écoles sont ouvertes, soit elles sont fermées, il y a Attendez, je comprends tout ce que vous dites. Il y a des choses qui sont possibles entre le tout et rien. Vous savez, le meilleur des mondes, comme vous disiez tout à l'heure, on va contrôler les choses. Je regrette, 10 malades sur 30, personne n'est venu. Personne n'a contrôlé. Ça, c'est la réalité en région Île-de-France, en proche couronne. Mais ça, c'est aussi parce qu'en fait, on s'appuie sur... On attend la décision d'en haut, verticalement, alors qu'on doit développer une culture. On est beaucoup plus attentif. On est loin du compte. Local. La gestion locale de la médecine, on n'y est pas encore. Hein. Vous pensez, dites-vous, et c'est tout à votre honneur, à ceux qui sont en réanimation. Oui. Savez-vous combien il y a de personnes en réanimation dans le Lot? J'ai regardé tout à l'heure, je ne le savais pas avant. 8. En Ariège. 8. Mais... Alors pour 8 personnes en réanimation dans un département comme le Lot, qui n'est pas un petit département, hein, il y a du monde. Je comprends ce que vous dites. Vous je allez comprends fermer qu'on a toutes les écoles. Vous savez, moi quand j'ai fait mes études, mais vous avez raison, parce que quand j'ai fini mes études, la phrase qui m'a marqué d'un professeur, on a le droit de mourir. Ça m'a marqué parce que les médecins, on est là pour laisser les gens vivre longtemps, d'accord? Mais néanmoins, cet après-midi, une patiente est venue, sa mère est décédée à 51 ans. Je sais, c'est l'exception, ça n'arrive pas. Mais il y a tellement d'exceptions que là... Est-ce que c'est un enfant qui l'a contaminé? Oh ben ça, je ne peux pas les savoir qui l'a contaminé. Voilà. Mais attendez, je dis ça d'une façon globale. Mais sachez que les enfants sont souvent asymptomatiques. Est-ce que vous cherchez le risque 0? Non. Mais on n'est même pas au risque 30 ou 40. Le risque, il est rien, puisqu'on ne contrôle pas, comme vous avez dit. Ce d'autant, Ludovic, que les enfants qui seraient retirés de l'école et gardés à la maison, dès lors qu'il n'y a pas de confinement global de la maison, ces enfants-là vont sortir à l'extérieur, accompagner leurs parents au supermarché, aller jouer dans les parcs. Donc le brassage d'élèves jeunes, il va se faire dans tous les cas. Julie, mais je sens qu'on va vous amener peut-être sur une solution intermédiaire comme la semaine dernière. Julie, arrêtez d'être optimiste déjà, d'accord? Il ne faut pas pousser non plus. Je vais vous donner un autre exemple. Écoutez-moi. Qui vous oriente vers la voie du ciblage géographique. Je sais que vous allez voter contre, mais c'est pas grave. Écoutez-moi. Aujourd'hui, le Premier ministre nous dit, les enfants, vous n'avez plus le droit de faire de sport, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Par contre, vous pouvez aller à l'école. Il n'y a pas un problème? Mais même répondez-moi juste à ça. Même au niveau de ce qui se fait à l'école, on peut envisager de séparer en plus petits groupes encore, de faire du tutorat en groupe plus petit. Alors là, encore. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a une nuance en fait dans les propos. Vous avez raison, mais ça c'est de l'utopie. Quand j'entends le Premier ministre qui dit vous, le périscolaire pendant la cantine, vous allez vous arranger, mais je vais pousser les murs. Je vais prendre des gens en plus. Vous savez combien on a touché par mairie pour le Covid? 0. Mais ça. Donc quand le ministre nous dit, souvent ils n'ont jamais été conseillers municipaux, maire adjoint ou maire, vous avez qu'à faire des espaces, il n'y a pas de problème, mais qui va garder les enfants? Comment on fait? Attendez, on n'a pas de moyens les mairies là. Vous pointez les carences et les défaillances d'un système centralisé. Mais c'est bien pour ça que j'exagère un tout petit peu. Je vous applaudis dès demain, mais vous voulez compenser cela par une mesure qui à mon avis serait pire que le mal. Le remède serait pire que le mal parce que ça étoufferait complètement l'économie, la vie des gens. Je pense que ça serait pire. Pour ça que je vous propose autre chose, encore une fois. À chaque fois vous me proposez. Le problème, c'est pas que les enfants l'attrapent, en effet, ils développent pas la maladie. C'est qu'ils soient après en contact avec des personnes à risque. Et on pense tous aux grands-parents. Oui. Est-ce qu'on ne doit pas sensibiliser les gens pour dire attention, vos enfants, tant que les grands-parents ne sont pas vaccinés, et ça va prendre encore des semaines et des semaines, coupez le contact. Mais je suis d'accord. Mais c'est ce qu'on dit depuis longtemps, de couper le contact. C'est pas tout ce que vous me dites là. C'est pas facile, parce que effectivement. Mais c'est pas facile, mais on se rend compte que ça marche pas parce que les taux de contamination chez les enfants, en 2 semaines, le taux de positivité a multiplié par 45%. Alors. Mais là, il faut aussi convaincre les parents que c'est bien le cas. Parce que rappelez-vous, le premier confinement du mois de mars qui avait été précédé de la fermeture des écoles, c'était sur le fondement que les élèves étaient plus contaminés, plus contaminants. Et on s'est rendu compte après qu'il n'en était rien. Donc, ils sont comme les autres, il faut arrêter Vous savez, tous ces prédicateurs. Mais ils sont invisibles. Mais voilà, c'est la seule différence. Attendez, parce que la jauge aujourd'hui qui détermine la fermeture des classes, actuellement, elle est fixée à 3 cas. Hein. C'est ça, hein, c'est tel quel, c'est 3 cas de Covid. Oui, sauf que moi, les 10 qui étaient, personne ne les a testés, les parents ne les ont pas testés, donc on les laisse ouverts. Eh bien, il faut avoir ce discours-là et responsabilité. Mais on va monter en n'a pas le puissance moyen. J'ai eu une inspectrice d'académie au téléphone, j'ai pas le moyen de le faire et de forcer à tester. L'inspectrice m'a dit, si des fois, il n'y a pas un des parents qui dit à un des enfants, enfin, de se faire tester, on ne peut rien faire. Il y a que s'il y en a un,
Là, ils lancent la batterie et ils arrivent. Mais personne n'a intérêt à ce que les écoles ferment, ni les parents, ni la société. Vous avez bien compris que je provoque ce soir, vous allez. Bien sûr, je provoque parce que je veux souligner tout ce qu'on dit, c'est pas mis en place, c'est tout, et qu'à un moment, il faut arrêter de nous bercer avec des mots et c'est pas en place sur le terrain. Attendez, on nous annonçait de manière solennelle la semaine dernière, lors de la conférence de presse du Premier ministre, du ministre de la Santé et du ministre de l'Éducation nationale, qu'on allait monter en puissance aussi au niveau des tests, d'accord, au sein de l'école, qu'on allait tester massivement pour pouvoir justement ensuite tracer et avoir la garantie que l'école reste une bulle pédagogique et d'instruction et ne doit pas être une bulle de contamination. Je ne crois plus à aucune promesse. Ça fait 1 an. On n'aurait pas pu le faire avant ? C'est ça qui m'énerve, c'est toutes ces annonces. Allez, maintenant on va le faire. Mais les écoles, elles sont ouvertes depuis 1 an. Ça fait 1 an et personne n'a jamais bougé. Mais on vient de découvrir que les enfants étaient potentiellement non, on le sait. Pendant plusieurs mois, on nous a dit qu'en fin de compte, oui, mais là encore, excusez-moi de vous dire ça. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a plein de gens qui sont succédés en inventant maintenant que les enfants ne seraient pas contaminés, pas contaminants. Je ne vois pas une maladie où, dans un virus où c'est pas contaminant, contaminé. En effet, ils n'ont pas de pathologie, mais ils sont contaminants et tout le monde l'a dit depuis longtemps. Sauf que je suis désolé, m'annoncer aujourd'hui, 1 an après, que maintenant on va les surveiller, ça me gêne un tout petit peu. Et je vous rappelle que beaucoup de collectivités et la région Île-de-France voulaient tester les lycéens, les départements voulaient tester les collèges, et nous, on voulait tester. On nous a pas donné les moyens. 1 an de retard. Vous les fermez combien de temps, les écoles ? Jusqu'à 2 choses. Parce qu'à un moment, il faudra les rouvrir. Non, je vais vous répondre. Petit 1, vous savez que théoriquement, il y a 1 million de vaccinés en fin du mois. D'accord. D'ailleurs, s'il ne tient pas sa promesse, il faut qu'il démissionne. Il nous a mis un chiffre, là, même 999, il s'en va. Ça, c'est clair. Ils vont se débrouiller pour y arriver, rassurez-vous. Oui, ils vont vacciner 3 fois le même, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? On va voir rapidement. C'est vrai que vous me dites que l'IDREA, c'est pas très important. Mais quand on va arriver... Non, j'ai pas dit ça, Ludovic. Alors je reviens. Disons, vous fermez. Hein ? Combien de temps vous fermez, c'était ma question. Mais moi, jusqu'à quand qu'on puisse recevoir les gens en réa et la vaccination puisse se faire. La seule solution qu'on a par rapport à l'année dernière, c'est cette vaccination. Oui. Et excusez-moi de vous dire ça, ce sera peut-être pas le sujet de ce soir. Mais au niveau, nous, des maires et trucs, mais c'est une catastrophe. Au niveau médecin généraliste, c'est une catastrophe. Et on va encore dans le 3e échec, après les masques. Vous m'avez pas dit combien de temps vous gardez les enfants à la maison. Mais je viens de vous le dire. Il a répondu implicitement. Oui, mais non, ça pas va moi, ça je veux va pas vous rendre service. Mais je sais, vous avez raison. Explicitement. Alors, je traduis, c'était jusqu'à l'été, c'est-à-dire jusqu'aux vacances scolaires, c'est-à-dire jusqu'au moment où la vaccination sera... Ou alors, il y a une vous solution. mettez l'instruction en danger. Non, je ne mets pas l'instruction en danger. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est mettre vraiment, comme vous le dites, des tests sur place. Je veux un retour, moi, maire, sur mes écoles, sur le collège où vont mes enfants, et dans le lycée. On a testé tant, et c'est tant, et c'est tant. Et quand ça monte, on coupe le robinet. C'est la gestion locale que vous vouliez faire. Exactement. D'autant qu'avec les fameux pooling, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des groupes de tests, on arrive, en n'ayant pas des millions de tests à dépenser chaque jour, à bien cibler, à bien centrer. Voilà la demande qu'il faut adresser au ministère de l'Éducation nationale et de la Santé. Claire Lejeune. Oui, également. Et je pense que là, on a des vacances aussi qui arrivent. Pourquoi pas réfléchir à les prolonger en raccourcissant peut-être les vacances d'été. Voilà, prolonger les vacances à un moment où les choses sont critiques. Il y a plein de choses à imaginer. Par exemple, la restriction des groupes en classe peut également fonctionner. Donc, je pense que c'est pas une bonne solution de réagir de manière complètement ferme et totale, alors qu'il y a une nuance de solutions qui peuvent être apportées. Il a défendu son point de vue avec passion, le docteur et le maire. Ludovic Toro, c'est l'heure du jugement, du verdict, comme vous voulez. Convaincu ou pas? On met un rouge, un vert. Christophe Barbier. Rudolf Virchow, qui était épidémiologiste et député prussien à la fin du 19e, disait « Une épidémie, c'est un phénomène politique avec quelques aspects médicaux ». Moi, je trouve que c'est une très très bonne définition. Il faut faire passer d'abord maintenant la réflexion politique, c'est-à-dire économique et sociale et sociétale, et pas raisonnée par le lit de réanimation. Donc non. J'ai pas convaincu, Christophe Barbier. Un rouge. Aujourd'hui, j'ai fait une approche sanitaire. D'accord. Le rouge, Christophe Barbier, pas convaincu. Moi non plus. Je pense c'est urgent d'avoir des approches équilibrées et très pragmatiques de ce qui se passe au niveau des territoires en créant un maximum d'alliances avec les acteurs locaux. Donc pensons à toutes les déclinaisons de solutions qui sont possibles au lieu de fermer tout d'un coup et de dire que c'est blanc ou noir. Ce sont des rêves et des propositions qui ne sont pas sur le terrain. Julie Graziani, convaincue ou pas convaincue? En fait, moi je suis surtout convaincue par le talent de négociateur de Ludovic, parce qu'il nous fait le même coup à chaque fois. Il demande quelque chose d'exagéré
pour finalement mieux faire passer l'idée à laquelle il tenait vraiment. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il nous a dit à la fin? D'accord, je lâche la fermeture totale, mais en échange, en contrepartie, vous me faites les tests généralisés dans les écoles. Très bien. Pas convaincu quand même par la fermeture totale des écoles. Non, mais convaincu par son talent. Merci Julie. C'est 3 rouges. Je peux avoir un verre pour mon talent? Non, ça marche pas. Désolé, la semaine prochaine, vous réessayerez, docteur Taureau. Le projet de loi, c'est Julie Graziani maintenant, le projet de loi contre le séparatisme est examiné à partir d'aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Alors, on a la charte des principes de l'islam qui a été adoptée par le CFCM, le Conseil français du culte musulman, son président à la sortie du rendez-vous à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Ce caractère pédagogique de texte, c'est de dire d'une façon claire que les principes de la foi musulmane sont complètement compatibles et totalement compatibles avec les principes de la République. Il a été validé hier et le communiqué de presse que j'avais diffusé dès hier par le Conseil français du culte musulman retrace bien l'accord général de toutes les fédérations qui sont composantes du CFCM sur le texte et sur ces grands axes. Julie Graziani, vous venez d'entendre le président du CFCM, et pour vous, c'est pas suffisant, il faut une vraie loi. La charte, ça ne suffit pas, il faut une vraie loi contre l'islamisme. Non, alors, cette charte, dont je salue la naissance... 90 secondes pour convaincre. Et justement, ce qui m'a fait dire, il faut retirer la loi séparatisme et la remplacer par autre chose. La retirer parce qu'elle est hypocrite. Elle parle de séparatisme, alors qu'en réalité, tout le monde a compris qu'elle visait l'islamisme, l'islam, et en réalité aussi les confessions religieuses d'une manière générale. Elle est foutraque. Elle mélange la carpe et le lapin. C'est la voie royale pour des amendements dans tous les sens, des polémiques à qui mieux mieux. On va passer des semaines à se refaire la cantine, le voile, sortie scolaire, etc. Elle est injuste parce qu'alors même que c'est une minorité dans la minorité qui pose problème, avec une grosse capacité nuisance, oui, elle punit tout le monde en limitant les écoles confessionnelles, la capacité des enfants à instruire leurs parents librement, etc. Donc je propose de la remplacer par une rénovation de la loi Abou de 2001, qui avait été conçue pour lutter contre les dérives sectaires. Et ça permet de définir l'islamisme précisément comme une dérive sectaire, au même titre que les autres sectes. Et de dire, en la consolidant avec cette charte, justement, ce n'est pas contre nos compatriotes musulmans, ni contre l'islam que nous en avons, c'est simplement contre des traits caractéristiques des dérives sectaires, le comportement antisocial, l'embrigadement, des flux financiers anormaux. Dans cette loi, on consolide la charte du Conseil français du culte musulman et on rajoute un volet de vérification des financements pour couper les liens entre délinquance, islamisme et influence étrangère. Place au débat. Claire Lejeune. Oui, alors assez d'accord sur le fait qu'il faut retirer la loi séparatisme parce que en fait on y trouve de tout dedans alors qu'elle n'est pas du tout ciblée et on y ajoute maintenant il y a 1700 amendements qui ont été ajoutés qui vont dans tous les sens et beaucoup d'amendements aussi qui visent par exemple le port des signes religieux. Donc on voit qu'en fait on utilise cette loi pour des fins qui ne sont pas du tout les siennes à la base. Assez d'accord aussi pour avoir un dispositif législatif qui cible de manière pragmatique et restreinte les causes réelles en fait de la dérive islamiste et également en faveur, peut-être en complément d'une affirmation mais positive en fait de ce que pourrait être une nouvelle République parce que c'est bien dans les failles de la République, dans les failles de l'État qu'aujourd'hui l'islamisme radical fait son jeu, fait son terrain. Donc il faut à la fois des mesures très très pragmatiques pour cibler là où naît l'islamisme radical et puis aussi un projet de société positif parce que sinon on va jamais réussir à... Alors, en fait, l'islamisme radical, il naît là où l'État a failli aussi. Donc, il ne va pas falloir seulement des mesures là où pour réprimer. En gros, on ne peut pas fonctionner seulement par l'entrave. Il faut agir positivement au niveau de l'école, au niveau du sport, du soutien scolaire, etc. Remettre des éducateurs dans les quartiers, mettre des moyens supplémentaires au niveau de ces quartiers qui ont été les grands oubliés de politique publique pendant des décennies. On peut dire, je ne sais pas, valoriser aussi la culture, l'histoire française, donner envie à ceux auprès de qui on a peut-être montré une
image de la France trop dégradée, d'aimer la France, d'aimer son histoire, d'aimer sa littérature. Ça se décrète pas d'aimer la France. Ses arts. Non, ça se décrète pas, mais en montrant tout ce qu'on a fait de beau, tout ce qui est formidable dans notre histoire, tous les beaux textes qu'on a produits, ce qui se fait assez peu aujourd'hui dans l'éducation nationale, enfin beaucoup moins que dans les écoles privées. C'est pour ça que je suis très attachée à ce qu'on ne limite pas la liberté d'enseignement, parce que dans les écoles privées, on enseigne encore les humanités de manière classique, traditionnelle. On apprend des poésies par cœur. Enfin, voilà, des petites choses qui peuvent sembler un peu bébêtes, mais qui sont très efficaces pour former l'esprit des enfants et pour leur faire aimer leur patrimoine. Ça existe partout dans les programmes, ça. Donc, regardez les... sous le soleil. Non, mais regardez les réticences qu'on a à enseigner l'histoire sous l'angle chronologique, les réticences qu'on a à faire apprendre des choses par cœur. Enfin, il y a quand même une baisse de niveau dans l'éducation nationale qui, oui, a certainement fait le terreau des radicalismes, parce qu'on n'y trouvait pas son compte. Alors, à quand une loi contre l'islamisme? Donc, moi, j'ai été voir Larousse. Entendu comme dérive sectaire. Oui. L'islamisme désigne depuis les années 70 un courant politique de l'islam faisant de la charia la source unique du droit et du fonctionnement de la société, dans l'objectif d'instaurer un État musulman régi par les religieux. Mais je ne sais même pas comment on peut... C'est quand même un échec total de notre pays. Je veux dire, pouvoir amener une loi, quelque chose qui est impossible. On a vécu ça dans notre histoire. Toutes les religions, et notamment, ont pris le dessus. Et après, on s'est séparés. Mais ça a été une histoire de notre pays, les religions qui veulent prendre. Et là, on se repose la question, est-ce qu'une religion, pas l'islam, je ne parle pas de l'islam en France, je parle de ces gens qui veulent tout simplement que ce soit le religieux qui guide le politique. C'est ça, en gros. Mais ça ne devrait même pas se poser comme question. On va être obligé de faire une loi. Oui, mais le fait est que ça se pose, donc il faut oui, mais bien je y comprends répondre. bien. Mais quel échec de notre société. Quel échec majeur. Est-ce que c'est une loi qui peut régler le problème? Non, parce que... Alors, moi, je ne crois pas. Ou des critères, franchement, est-ce que... Ou une charte, l'islamisme défendu par ces personnes, est-ce que vous croyez qu'une loi fera quelque chose? Non, alors, c'est pas seulement une loi. En fait, il faut s'inspirer de ce qui a été fait en France avec succès pendant les années 90. Rappelez-vous, à l'époque, on est dans les années 90, on voit se développer des sectes dans tous les sens. Et c'est n'importe quoi. La France est à la pointe du combat contre les sectes. Elle remporte ce combat grâce à la loi Abou de 2001, qui qualifie pour la première fois l'état de suggestion mentale, qu'on retrouve aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la radicalisation en fait, et grâce à une guérilla juridique qu'elle mène sans relâche contre les mouvements sectaires, en utilisant tout l'arsenal possible du code pénal et législatif. Si bien qu'à la fin, les mouvements sectaires se sont en quelque sorte découragés. C'est cette politique-là qu'il faut reprendre. Elle est longue, elle est fastidieuse, elle demande 10 ou 15 ans, elle demande d'être suivie sans relâche. Christophe Barbier. Il y a eu la loi Abou, il y a eu aussi tout le travail de la Miviludes, c'est-à-dire d'un organisme très militant qui a été affaibli en ce moment. C'est extrêmement compliqué, compte tenu du retard pris, d'assurer la bonne intégration des Français et des étrangers de religion musulmane dans les principes de la République. C'est très compliqué, on a pris beaucoup de retard. Si on est trop brutal, on met le feu et puis on radicalise les radicaux. Si on est trop mou, on perdra du temps et ça va continuer à se répandre. Et dans 10 ans, la situation sera irrattrapable. Il faut donc avoir plusieurs outils. Moi, je pense que la charte qui a été signée hier, elle est très précieuse, puisque c'est un texte d'autodiscipline des différentes branches de la communauté musulmane. Ne soyons pas dupes, une bonne partie des signataires d'hier sont contre son contenu et vont essayer de le saboter. Donc il faut les prendre au piège de leur propre engagement dans la construction de l'islam de France qui va avoir lieu là dans les prochaines années. Deuxièmement, il faut travailler par le côté sociétal, en effet, école, sport, logement, croissance économique, emploi, parce que cet effondrement de l'ascenseur social républicain est pour beaucoup dans la substitution du modèle religieux et de l'emprise des imams. Bon, ça c'est un travail, hélas, à long terme, et on n'a pas toutes les clés vu la crise économique qui se présente. Troisièmement, le travail juridique. Évidemment, une loi ne change pas tout, et du jour au lendemain, les gens ne vont pas se dire « Ah, il y a une loi, donc je change et désormais j'obéis ». Mais la loi offre une base légale et légitime à l'action publique pour punir, pour aider, pour encadrer. Et je suis assez favorable à ce que cette modification de la loi Abou vienne se renforcer contre l'islamisme, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir cette loi sur le séparatisme qui vise large, avec une volonté de ne pas stigmatiser pour ne pas mettre le feu aux poudres, et qui contient des éléments qui sera difficile de mettre dans la loi Abou. Par exemple, le fait que les associations cultuelles de loi 1901 soit encouragé à aller vers la loi 1905. Encouragé au sens, c'est plus intéressant financièrement. Plus qu'encouragé, c'est qu'au bout d'un moment, celles qui resteront en loi 1901, on va leur serrer un peu les cordons de la bourse. D'accord, mais ça, c'est très utile. Et ça ne sera pas dans une autre loi que cette loi séparatiste. Comment est-ce qu'on définit les critères sans s'immiscer dans la pratique rigoriste
de sa propre religion. Parce que ça, c'est la liberté individuelle de croire et de croire au niveau et de la manière dont on veut. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être injuste non plus. Parce qu'en réalité, la communauté d'écolos qui décident de vivre dans le Larzac, personne ne les accuse d'être séparatistes, alors que de fait, ils vivent en marge de la société, mais ils ne posent de problème à personne. Ils les plus riches aussi dans notre société qui vivent aussi relativement bien. C'est vrai, on est tous un peu séparatistes à notre manière, c'est vrai. Et c'est pour ça que la loi séparatisme est extrêmement mauvaise et que ce que vous décrivez aurait à peu près l'avantage de ne pas tomber dans le piège de la stigmatisation, en fait. Et je pense que ça... Attention, moi, le séparatisme, ça m'intéresse quand même parce qu'on voit dans certaines zones un peu riches des gens commencer à dire mais on va financer une milice, on n'a plus besoin de la police. On voit dans des régions plus écolo, retirées, des gens commencer à dire nous on est survivalistes, on va prendre un fusil, enlever nos enfants de l'école. Et oui, mais le séparatisme... Et là vous l'approchez de manière beaucoup plus globale, qui est fait dans la loi séparatisme actuelle, qui stigmatise ouvertement une communauté. Le séparatisme tel qu'il est dans la loi, justement, ne stigmatise pas ouvertement la dans ce communauté cas-là, musulmane. pourquoi il y a des amendements qui ont trait au port de signes religieux? Oui, le débat parlementaire vient essayer de bombarder cela d'autres intérêts, mais aujourd'hui dans nos sociétés, le séparatisme le plus virulent, le plus menaçant, c'est quand même l'islamisme. Très bien. C'est pas d'autres religions ou d'autres activités. Fin de la discussion. Mais ce n'est pas une loi qui ne doit viser que l'islamisme. Fin de la discussion. C'est l'heure du rouge-vert, le moment où on acquiesce ou au contraire on refuse. Est-ce que vous avez été convaincu par cette loi avec des critères pour lutter contre l'islamisme, Claire Lejeune? Alors, convaincu par le fait qu'il faut retirer la loi séparatisme, convaincu qu'il faut également un autre format qui évite le piège de la stigmatisation d'une communauté. Donc, plutôt du vert pour moi sur celle. Ludovic Toro. Prenez votre temps, inspirez, respirez, expirez. Je vous l'ai dit au début, il n'est pas question... Il est convaincu, mais il a du mal à l'avouer. Non, mais je vais venir vers vous, Julie, vous allez voir dans quelques temps. Parce qu'en fait, je ne peux pas imaginer que mes enfants ou que moi-même soient dirigés par une religion. Évidemment, on doit laisser les religions s'exprimer dans notre pays, mais dans aucun cas, ils doivent prendre le pouvoir pour nous guider, et surtout pas par la force. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en effet, on sera obligé d'aller vers une loi, parce qu'aujourd'hui, on a un constat d'échec. C'est ce constat d'échec qui nous pose à faire des lois. C'est ce constat où on allait peut-être filer un peu, et on l'a vu depuis des années, et ça ne va qu'en augmentant. On ne va pas donner l'exemple là, nous sommes en 2021, mais excusez-moi, je vous donne un verre, Julie. Convaincu qu'il faut une loi, Dr Toro. Christophe Barbier. Toute religion peut avoir des dérives sectaires, on l'a vu avec les témoins de Jéhovah, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et donc passer par la lutte contre les sectes pour lutter contre l'islamisme me semble une bonne idée. Néanmoins, il faut voter cette loi sur le séparatisme qui englobe large, qui ne stigmatise pas et qui est une sorte de loi cadre. Sinon, les autres efforts type charte nationale se perdront dans les sables et seront vains. Donc non, il faut maintenir cette loi. Il faudra d'autres textes après, plus ciblés, plus techniques, mais il faut maintenir cette loi et la voter. Donc non. C'est un rouge pour Christophe Barbier, mais elle a quand même réussi à avoir deux personnes avec elle. Julie Graziani, Claire Lejeune, maintenant militante écologiste, la parole libérée concernant l'inceste. Depuis le livre de Camille Kouchner, la question qui se pose de nouveau de la prescription. Écoutez, Geneviève Garrigou, elle est conseillère municipale, Paris en commun, elle est élue à Paris et victime elle-même d'inceste à l'âge de 5 ans. Cette question de la loi, la prescription. C'est vrai que quand on parle de 20 ans, 30 ans plus tard, comment trouver des preuves? Comment, y compris des témoignages, parce que si personne ne veut témoigner, c'est extrêmement difficile. Par contre, ce qui est très clair, ce qui est extrêmement bien documenté aujourd'hui, c'est l'impact que cela peut avoir sur la personne. Inceste supprimant la prescription, 90 secondes pour convaincre, Claire Lejeune. Très bien. Depuis samedi, ça déferle de manière ininterrompue, des centaines de témoignages autour du mot dièse MeToo inceste. Des témoignages qui mettent des mots parfois assez durs à lire sur des faits qui étaient jusque-là invisibles et indicibles. D'ailleurs, les mots pour en parler existent à peine en fait. Incesteur, incesté, c'est la première fois qu'on les voit apparaître dans les médias et sur les réseaux sociaux. L'étincelle, elle est partie de l'affaire Duhamel qui relate des faits donc, qui remontent aux années 80 et donc qui sont prescrits. Or, lorsqu'on parle d'inceste, on parle bien de situations où le mécanisme de domination
est telle qu'il mène au silence. On parle d'enfants qui sont agressés dans la sphère familiale, intime, parfois par des gens qui sont leurs plus proches. Et donc, pour ces personnes qui sont absolument détruites par ce trauma, l'oubli, l'amnésie, c'est parfois juste une condition de survie, en fait. Donc, évidemment que la parole se libère seulement après des décennies. Évidemment qu'en fait, ça prend du temps de trouver l'oreille qui est en capacité d'entendre cet indicible également. Donc, ces jours-ci, on a une libération de la parole. Je pense qu'on a également une libération de l'écoute quelque part et ça commence à craqueler le mur du tabou. Mais l'écoute et l'indignation ne vont pas suffire. Il va vraiment falloir donner aux victimes les moyens d'agir en justice et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que d'allonger de manière assez considérable la durée de prescription ou bien tout simplement d'envisager l'imprescriptibilité pour que l'inceste soit jugé comme il se doit, c'est-à-dire comme un crime qui doit être absolument jugé en justice. Allonger, parce qu'il faut supprimer la prescription. Après les arguments de Claire Lejeune, débat, Christophe Barbier. C'est un véritable cas de conscience, parce que évidemment, et la démonstration est tout à fait éloquente, l'amnésie salvatrice qui amène à le refouler, à ne pas en parler et à se réveiller 20 ans, 30 ans, 40 ans après avec la volonté de témoigner, pas seulement pour que justice soit rendue à la victime, mais pour que la société soit alertée. Tout ça est tout à fait fondé. Donc on pourrait dire oui, il faut allonger, voire supprimer la prescription. Néanmoins, il faut voir les conséquences que ça entraîne. Le seul crime qui n'est pas prescrit dans notre droit aujourd'hui, c'est le crime contre l'humanité. Et donc ça met l'inceste à la hauteur de la Shoah, si j'ose dire. Alors, il n'y a pas de compétition victimaire, mais dans l'ordre du symbolique, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Par ailleurs, l'inceste est un crime monstrueux. Les viols sur mineurs, en général, même si on n'a pas de parenté. Donc il faudrait allonger ou élargir cette suppression de la prescription à tous les viols sur mineurs. Mais on va peut-être se dire aussi que assassiner sauvagement une vieille dame pour lui voler ses économies dans sa chambre. Non, ce que j'ai souligné là, c'est la spécificité, en fait, de cet acte d'inceste qui crée cette amnésie. Voilà, c'est ça. Et qui fait qu'on a besoin de cette durée supplémentaire. Et que la mémoire revient parfois vivement, mais des décennies plus tard, alors qu'il y a une phase d'oubli. Et donc il faut faire attention à ce que ça ne soit pas la gravité du crime, parce que c'est horrible l'inceste, mais on va trouver beaucoup d'autres crimes qui sont tout aussi horribles, qui justifieraient cette suppression de la prescription, mais uniquement le cas très particulier, pas seulement de l'inceste, mais je pense des viols sur mineurs, des viols sur enfants, qui fait qu'il y a une sorte de rideau de plomb qui s'abat et qui ne se lève après dans la mémoire des gens que longtemps après. Ça rendra très compliqué les enquêtes, on le sait, les témoignages, les preuves, tout ça, mais peut-être qu'il faut aller vers cela uniquement pour ce type de crime dont on sait que les victimes sont frappées. Ne doit pas être celle d'une gradation ou d'une comparaison de l'horreur des crimes. Voilà, c'est ça. L'approche doit être celle d'une reconnaissance de la spécificité de ces crimes qui touchent des enfants et qui du coup ne sont pas en capacité au moment des faits de trouver une oreille et de trouver un recours. Donc c'est cette approche. On va faire attention à ce que ça soit quand même accompagné d'un respect de la présomption d'innocence, parce qu'aujourd'hui, quand on est accusé d'un tel crime, souvent on est mis au banc de la société, il n'y a pas de fumée sans feu. Regardez les enseignants, les instituteurs qui sont accusés d'avoir commis des attouchements sexuels dans leur classe. Ils sont mis au banc de l'école, de la ville, certains se suicident, alors qu'on ne sait pas si c'est vrai. Mais ça, il faut faire progresser aussi la présomption. Supprimer la prescription, débat, Julie Graziani. Oui, il faut aussi comprendre, parce que je pense que c'est mal compris aujourd'hui, que la prescription n'a pas vocation à protéger les agresseurs. Si la prescription a été instaurée en droit, c'est pour favoriser l'émergence de la vérité. C'est qu'à partir d'une certaine durée, hélas, la justice considère qu'on manque de preuves, de témoignages crédibles, que les traces du crime se sont diluées, que son effacées. Travail est impossible. Exactement, et qu'elle n'est pas en capacité de mener sereinement des débats. Mais là, on est sur des cas où les traces, justement, ressurgissent. Oui, alors, 40 ans plus tard. Oui, mais justement, elles ressurgissent dans la mémoire, et c'est là où on va avoir un conflit entre la psyché, le psychologique, et ce qui peut être qualifié juridiquement, avec une exigence plus grande de la qualification juridique, parce qu'il y a les droits de la défense, il y a le respect du contradictoire. Mais si on revient sur ce que vous disiez également, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, sur l'affaire Duhamel, ce qui se passe, c'est essentiellement dans la sphère politique, médiatique, sur les réseaux sociaux. Du coup, ça prend une ampleur très grande et parfois ça empêche un débat apaisé sur les faits. Et justement, le fait de pouvoir avoir cette discussion-là dans le cadre juridique,
ça permet d'avoir un autre registre. Alors ça c'est un très bon argument. Ça c'est un très bon argument, c'est de dire en effet que la justice ne puisse pas s'en mêler. Ça induit des phénomènes de déchaînement et de meute dans des enceintes qui ne sont pas adaptées. Ça, Claire, je trouve que c'est un très bon argument. Et en l'occurrence, dans cette affaire-là, on a l'impression que si la justice enquêtait, il y aurait des témoins. Tout à fait. Alors, suppression de la prescription. Ouais. Déjà, oui, il y a une étincelle maintenant, mais c'est régulier, ça revient très régulièrement. Il y a à peu près 7 millions de Français qui déclarent avoir été victimes d'un inceste. Moi, je vous le parle, quand on reçoit des patients, et c'est souvent les patientes, à 80% c'est des femmes, il faut le rappeler quand même, qui ont été victimes d'inceste, d'accord ? Le traumatisme est immense. Et il revient toujours à un moment ou à l'autre. Il est ou caché, ou oublié. Et les personnes vivent avec ça tout le temps. Je vous rappelle, par rapport aux preuves, c'est des enfants. Ils n'ont pas l'habitude d'aller porter plainte. Les enfants ne portent pas plainte. Et évidemment qu'on va oublier quand ils ont 4, 5 ans et quand ils ont 30 ans parce qu'ils ont des troubles et brutalement ça leur revient dans la mémoire. Mais il faut absolument enlever cette prescription parce que c'est des enfants. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on peut attaquer tout le monde aujourd'hui et dès qu'on vous attaque, vous êtes coupable. Mais quelque part, il faut protéger parce que ça existe, ça a toujours existé et il faut mettre une fin à ça. Et c'est vrai que cette prescription n'est pas tenable. Pourquoi ? Parce que cette maladie, en fait, c'est une sorte de maladie, c'est un traumatisme psychologique, dure toute votre vie. Dure toute votre vie. Vous ne l'oubliez pas. Elle revient à un moment ou à un autre. Donc, si la prescription dit non, madame, vous avez été contaminée, vous étiez malade, mais c'est fini. Non, c'est pas fini. Parce que cette maladie, c'est une maladie chronique et qui fait des ravages psychologiques énormes chez les gens en termes de personnalité. Oui, je rajouterais que ce passage par cette phase juridique, elle est aussi essentielle dans le travail de reconstruction des victimes. Enfin, c'est d'une violence absolue. Mais bien sûr qu'il faut reconnaître, quand on dit à quelqu'un oui, parce que les enfants, le problème, vous le savez très bien, ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables parce qu'en plus, n'oubliez pas qu'ils voient le violeur à chaque fois, pendant des mois et des semaines. Et donc ça rentre dans une habitude le plus souvent, d'accord ? Et ils sont coupables, ils pensent que c'est normal parce qu'ils grandissent, ils ne savent pas ce que c'est. Et ça, quand ils commencent à comprendre ce que c'est là que ça devient catastrophique. Et là, je pense qu'avec le mouvement qu'il y a eu, on se rend compte de l'ampleur. Ah mais... C'est quand même fou. On a commencé à enquêter sur l'inceste en France dans les années 50 seulement. Et depuis les années 50, c'est de manière stable 5 à 10% des enfants qu'on estime avoir été victimes d'inceste, avec une majorité de femmes, comme vous le disiez. Donc c'est lié aussi à une culture où on ne voit pas, où on ne dit pas, ou même quand on voit, on ne voit pas. C'est quand même fou. Et ce qu'on espère tous avec ce mouvement, c'est qu'enfin, on va développer une culture, on va être plus attentif à ces choses-là, on va être tous en capacité de protéger les enfants, mais il faut absolument que ça se traduise aussi. Est-ce que c'est un sujet, la suppression de ces prescriptions, sur laquelle on pourrait faire un référendum dans notre pays ? Ou est-ce qu'au contraire, ça déchaînerait les débats ? On avait la question, rappelez-vous, pour la peine de mort. Et si on avait fait un référendum, on ne l'aurait sans doute pas aboli en 80, mais plus tard. Est-ce que sur un sujet comme cela, il y aurait matière à dire aux gens, on votera mes consciences, prescription ou plus du tout de prescription ? Déjà, on va voir autour de la table. On va voir autour de la table ce que vous en dites après les arguments défendus par Claire Lejeune. Alors, est-ce qu'on supprime la prescription ? Julie Graziani. Alors, supprimer, non. Pour les raisons qu'on a indiquées, il faut que la justice puisse se faire dans un cadre qui lui permet quand même de rapporter des preuves. L'allonger... sans doute. Le point de départ est à la majorité et c'est vrai qu'il y a un phénomène troublant dans toutes ces affaires, c'est souvent vers la quarantaine. Et souvent, le délai de prescription est passé depuis peu. Alors même qu'en effet, il reste un certain nombre de témoins qui pourraient participer à l'émergence de la vérité. Allongement. L'allonger, oui. Mais pas prescription, pas de suppression. Ludovic Toro. Julie, l'allonger de combien de temps alors vous proposez ? Là, ce que dit Claire Lejeune, c'est la suppression. 40 après la majorité, Claire propose la suppression. 30 après la majorité. Non, mais ce qu'il y a comme ça, et vu tous les gens que j'ai pu voir... On part de votre point de vue, c'était la suppression. Cette maladie est terrible, qu'on ne l'a pas pris en compte, qu'il y a 7 millions, oui, Claire, je vous donne du vert. Christophe Barbier. Moi, je suis arrivé en pensant que je dirais non et je vais dire oui. Je vais dire vert. Oh là là. Pour la suppression. Oui, pour la suppression. Pour la suppression. Moi, j'ai cette inquiétude parce que la présomption d'innocence dans notre pays est une fiction. Donc, dès que quelqu'un est accusé de n'importe quoi, d'avoir fait une fausse facture, d'avoir tué quelqu'un, il est considéré comme coupable. Donc, il faut renforcer cette idée que tant qu'on n'est pas condamné définitivement, on est innocent. Mais je pense que sur ce type de crime où la victime est frappée d'une double peine qui s'appelle l'amnésie, l'auto-amnésie pour survivre, il faut faire peut-être une exception. Dernière discussion, on va revenir au Covid. Une fois vacciné, doit-on obtenir un papier qui servirait de laissez-passer ? Il y a débat et donc avis divergents. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, estime que c'est prématuré. Elle le disait ce matin sur BFM TV et RMC. Lorsqu'on aura vacciné massivement,
on pourra envisager peut-être des mesures du type passeport vaccinal. Le problème aujourd'hui, c'est que ce serait totalement injuste. Ça reviendrait à donner des droits à un nombre infime de personnes vaccinées, alors que l'immense majorité attend des vaccins. Ce débat sur le passeport vaccinal, il est totalement prématuré à ce stade. On ne doit pas créer des injustices entre les Français. Réservé et Christophe Barbier pour un passeport vaccinal. 90 secondes pour nous convaincre. Oui, il faut vite établir ce passeport vaccinal pour les Français. C'est pas du tout prématuré. D'abord parce que nombre de Français vont en avoir besoin. D'ici quelques mois, quelques semaines, pour aller dans certains pays, pour des raisons professionnelles, si on n'a pas ces certificats de vaccination, on ne pourra pas y aller. L'Australie, Israël, des pays d'Asie, peut-être un jour les États-Unis, exigeront ce certificat. Il faut d'autant plus l'établir, ce certificat, ce passeport, qu'on est déjà en train de le faire de manière hypocrite. Depuis ce matin, si vous arrivez en France en venant d'un pays étranger à l'Union européenne, vous devez avoir un certificat négatif, donc de test négatif, et vous engagez sur l'honneur à rester 7 jours chez vous. Si ça, c'est pas déjà une mesure administrative qui ressemble à un passeport, à un formulaire, donc on est un peu hypocrite. Enfin, notre but à tous, c'est de relancer la vie normale et l'économie. Nous allons avoir d'ici quelques semaines 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de Français vaccinés. Cela pourrait reprendre des activités, retourner dans les restaurants pour que les restaurants redémarrent. Ils ne risqueraient rien puisqu'ils sont vaccinés. Ils seraient entre-vaccinés et donc ils ne pourraient pas contaminer les autres. Et même si le vaccin n'empêche pas de contaminer, on ne donne pas de forme grave, donc le risque est très limité, on ferait repartir les restaurants, les salles de sport, les lieux de culture. Alors je vois bien qu'il y a une discrimination, mais pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, qui sont sur la liste d'attente, les plus jeunes, on pourrait dire, à défaut de vaccination, si vous voulez aller au restaurant, au théâtre ou en salle de sport, eh bien, présentez un test négatif de moins de 24 heures. C'est un peu plus contraignant, il faut le refaire à chaque fois, mais au moins, vous pourrez vous aussi participer au redémarrage de l'économie. Pour toutes ces raisons, il faut un passeport vaccinal, l'assumer sans discrimination, vite. D'accord avec Christophe Barbier ou pas? C'est parti pour le débat. Julie Graziani. Non, moi je trouve ça épouvantable et totalement liberticide. Christophe, ça m'étonne d'un libéral comme vous. Mais c'est parce que je suis libéral que je veux rouvrir les restaurants. Ce type de mesures et les imposer d'ailleurs sous une forme qui est en effet très hypocrite, parce que vous n'allez pas rendre obligatoire la vaccination, mais vous allez pourrir la vie des gens qui décident de ne pas se vacciner. Mais pas du tout, puisque dans quelques mois, on sera... du nudge, du coup de pouce, quoi. On sera soft tous... power, je te pousse dans une direction, on sera bientôt... je te mets dans un canal, on sera avant l'été assez nombreux vaccinés pour que les non-vaccinés puissent se mêler à nous en ne craignant plus rien. Le virus ne circulera plus. Par ailleurs, je respecte, en tant que libéral, profondément la liberté de tout un chacun de ne pas se faire vacciner. Mais ce choix, cette liberté, elle doit aller avec une responsabilité. Je choisis de ne pas me faire vacciner, mais comme je suis responsable, je ne veux pas faire courir de risques aux autres, et mon virus que je vais continuer à avoir en moi puisque je ne suis pas vacciné, je ne le porterai pas dans les restaurants, dans les théâtres ou dans les salles de sport. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, la liberté de ne pas se faire vacciner, laisser les autres faire l'effort de se faire vacciner et profiter de la vie comme tout le monde. Oui, mais c'est là où je ne vous suis pas, parce que la personne qui n'est pas vaccinée, elle ne peut pas mettre en danger les gens qui sont vaccinés. Donc elle ne peut mettre en danger que des gens qui ont fait le choix délibérément, en pleine connaissance de cause, de ne pas se faire vacciner. Donc là, il y a bien un exercice de la responsabilité. Pourquoi les priver en plus d'activités sociales? C'est pour ça que si je veux aller dans un lieu collectif type un restaurant, je veux les rouvrir vite ces restaurants. Et que je ne suis pas vacciné, je dois juste produire un test. Je fais l'effort d'aller faire un test juste avant. Passeport vaccinal, oui ou non? Dans un premier temps, la question n'est pas entre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et ceux qui veulent se faire vacciner. La question est qui va pouvoir accéder au vaccin. Et instaurer un passeport vaccinal maintenant, ce serait complètement discriminatoire. Et même le principe du passeport vaccinal, passeport, c'est dans les imaginaires, c'est aussi quelque chose c'est un document d'identité. Donc on crée une espèce de rupture d'égalité. Quand vous emmenez votre enfant à la crèche ou à la maternelle, s'il n'a pas le certificat, vous n'avez pas le droit de l'inscrire. Oui, il y a une jurisprudence. Vous décrivez, c'est une espèce de société à plusieurs vitesses où en fait on reprendrait le cours normal des choses à des rythmes différents. Mais pour moi, c'est une rupture de la cohésion sociale. Si vous attendez que 66 millions de Français soient vaccinés pour ouvrir les restaurants, il n'y aura plus de restaurants. Ils auront tous fait faillite. Et les théâtres, ça sera pareil. Donc cette idée de l'égalité, c'est que tant qu'il y a un Français pas vacciné, tous les autres sont privés de restaurants. Ça, je trouve que c'est liberticide. Il y a des millions de personnes âgées qui vont être vaccinées là dans les 2 mois, qui ont l'énergie pour aller au restaurant, faire du sport. Elles seront vaccinées, elles ne risquent plus rien. Laissez-les exercer ces activités. Et comment vous faites pour que ça devienne un document légal?
Non. Parce que si c'est un passeport vaccinal, il faut que ce soit quand même un document légal. Il faut qu'il ait une valeur juridique quand même, pour pas qu'il y ait de discrimination. Vous avez un carnet de santé, sur votre carnet de santé, il y a les vaccins. Voilà. C'est ça que je veux, c'est qu'il y ait un tampon vaccin Covid à côté du vaccin variole et du vaccin tétanos qu'on a dans nos carnets de santé depuis toujours. Le carnet de santé, c'est un document... c'est un document de santé. D'accord, officiel. C'est officiel, il y a une signature du médecin et un tampon. Alors, Christophe, il a raison, mais il a tort aussi. Mais vous l'avez tous dit, donc je vais un peu répéter. Aujourd'hui, les vaccins, il y en a 11 obligatoires, sinon vous n'allez pas en crèche, sinon vous n'accédez pas à votre travail, vous accédez. L'obligation vaccinale est pas pour travailler, pas pour travailler. Pour devenir infirmière, si vous n'avez pas les papiers. Mais même tous les métiers, vous êtes obligé d'avoir des técoques polio. C'est une obligation dans les services techniques. C'est une obligation d'avoir ces vaccins. Aller travailler sur une plateforme pétrolière en Afrique. Alors, bien sûr, il faut la fièvre jaune aussi. Maintenant, sur le principe, le problème, moi j'ai 30 ans, ce qui n'est pas vrai, ce qui est un gros mensonge. J'ai le double. Mais si je veux aller, comme vous dites, et me faire vacciner, je ne pourrais pas. Et le problème... Mois de juin. Non, c'est faux. C'est un rêve. Mois d'octobre. C'est un rêve. Allez, au mois de novembre. Non, parce que l'égalité, elle se fait tout de suite en France. On est tous égaux au même moment. Et on ne peut pas dire certains seront égaux aujourd'hui en janvier et d'autres seront égaux en décembre. C'est pour ça que je vous autorise à faire. Un test négatif vaudra certificat de vaccination pour les jeunes de 30 ans. On ne peut pas faire comme ça. Si on veut un passeport vaccinal, je peux me faire vacciner, je vais voir mon médecin, vaccinez-moi. Il va me répondre, non, t'as 30 ans, tu peux pas. C'est ça l'illégalité. Si votre avion s'est posé ce matin en France et que vous non, ceux qui restent en France, vous avez dû produire un test. Oui, je sais. Mais là, je trouve que vous escamotez un peu le débat parce que, d'accord, tout le monde ne peut pas se faire vacciner, mais moi, je suis contre la philosophie même de la mesure, même si on pouvait tous se faire vacciner à l'instant T. Oui, il y a une jurisprudence sur faire vaccin obligatoire, mais c'est ceux qui visent des affections d'une particulière gravité, le tétanos, la poliomyélite, avec des taux de décès par enfant qui étaient épouvantables. Mais j'ai pas dit que je trouvais ça pas grave, mais on arrange en fait l'exception qui va bientôt devenir la règle commune. Pour les tests, je trouve ça normal, mais là c'est un rapprochement qui est un peu fallacieux aussi. On est en pleine épidémie, en pleine contamination. C'est normal de produire des tests. Laissez les vaccinés mais le vaccin, c'est autre chose. Et laissez les activités sans masque se réouvrir. 1 million en fin de mois, si on les fait, ça va durer un an. On peut pas. Si moi je veux partir, je veux voir quelqu'un, je pourrais pas parce que tout simplement, on n'a pas été capable de me vacciner. Je pense que les restaurateurs, si on leur dit dans 3 mois vous aurez 5 millions de clients potentiels, ils les prennent. Quelle est la différence, quelle est la différence avec le test PCR pour aller en Corse? Pour aller où? En Corse. À Noël, parce que là, on est en pleine contamination. Donc là, on n'a pas d'autre solution que de viser le dépistage et si vous arrivez en Corse si besoin. Avec un certificat de vaccination, ils vont pas vous faire un test en plus, vous êtes vacciné. Donc, vraiment, le certificat de vaccination, c'est ce qui il y aura une population qui fera du PCR, l'autre population qui fera du... Non, je suis dans une égalité de santé. La santé, c'est la même pour tout le monde. On est tous les mêmes, on se fait tous vacciner. Il y aura certains qui feront des PCR, l'autre des antigéniques, l'autre des buccaux. Non, il y a un vaccin. Et on en reviendra peut-être sur une prochaine émission, qui est une catastrophe locale en ce moment, et on ne fera pas vacciner tout le monde. Si je vous change les chiffres aujourd'hui, et les commandes, on n'y est pas. Donc c'est vrai que ça me gêne un peu pour tous ceux qui voudraient accéder à la vie, au restaurant, au spectacle, qui ne pourront pas y aller parce qu'ils voulaient se faire vacciner. On leur a dit non, tu ne peux pas. Eh bien, ceux-là, un certificat, un test négatif de moins de 24 heures suffira. Il faudra qu'ils en fassent un tous les jours pour aller. Alors ils vont le lundi au resto, le mardi au théâtre. Et ben voilà. Après ils vont au ciné, tous les jours ils vont se faire. Non, c'est pas une vie. Alors dans ces cas-là, on met un truc en permanence et puis non, tous les jours ils ont un masque. Et ça fait un peu mal. Tous les jours ils ont un masque. Le masque ne suffit pas, vous savez très bien. On parle de tests, on peut pas tester les gens tous les jours. Il y aura des tests salivaires bientôt. Mais ils sont pas aussi, ils sont pas aussi, mais c'est mieux que rien. Mais oui, d'accord, mais on va pas se faire tester tous les jours pour accéder à la vie normale. Cela dit, donc vous préférez des compagnies, Ludovic Toro, des compagnies aériennes, enfin une, elles vont le faire. Est en train de dire, si vous voulez voler à bord de nos avions et gagner le pays comme l'Australie, il vous faudra être vacciné. Ils vendront encore plus de billets parce qu'il y aura une sécurité dessus. Il y aura ceux qui pourront, des compagnies, se faire des tests et des choses, et d'autres qui pourront pas. Alors vous êtes en train de me dire que le vacciné français qui peut mettre 15 000 € dans un billet de première classe pour aller en Australie pourra le faire, mais que celui qui voudra aller au restaurant à côté de chez lui pourra pas le faire. Non, parce qu'il n'aura pas. Mais non, mais ça c'est une obligation de l'État, de l'Australie, pas de la France. Conception de l'égalité. Non. Claire Lejeune. Dans un autre moment de notre débat, on a évoqué les difficultés qu'on avait en ce moment à faire commun, à faire République. Et je pense que en fait, avoir cette approche-là, c'est effriter encore plus. Le critère de la relance de l'économie peut pas être le seul critère. L'accès au vaccin va être extrêmement inégalitaire selon l'âge, selon la profession, selon le degré d'exposition. Et du coup, on va se retrouver dans une société complètement à rythme décalé en fonction de critères qui ne sont
qui sont inégalitaires. Non, l'accès au vaccin, c'est les vieux, les fragiles, puis les un peu moins vieux, puis les encore un peu moins vieux. Donc on a un accès égalitaire au vaccin. À partir de là, et je suis pour cet accès égalitaire, à partir de là, notre devoir de solidarité pour faire nation, c'est de sauver les professions qui sont en train de mourir. C'est de permettre aux gamins de retourner en classe, au lycée, tout le temps, pour ne pas être déscolarisés et décrocher chez eux. Le débat était vif. vif. Tout ce qui peut faire reprendre la vie. Le débat était vif. Le débat était animé. On va voir s'il vous a convaincu. J'ai ma petite idée là-dessus. On va vous demander vos rouges et vos verts. On y va. Ça compte pas. Passeport vaccinal, je suis pour, dit Christophe Barbier. Convaincu, pas convaincu, Julie Graziani. Non, parce que là, je trouve qu'on a empilé les sophismes et les arguments fallacieux avec des rapprochements qui n'avaient pas lieu d'être. C'est moi qui en prends pour mon grade. Ouais, ça change un peu. Le procureur Graziani. La semaine dernière. Oui, au certificat vaccinal pour remplacer un test PCR. Oui, pour voyage à l'étranger dans des compagnies aériennes, parce que c'est la liberté de chaque pays d'édicter les règles, puisque c'est lui qui gère la situation à l'intérieur de chaque pays. Non, pour aller au théâtre, au cinéma, au restaurant et vivre une vie sociale normale. Mais on enrichit les Docteur compagnies aériennes. Alors, convaincu, pas convaincu aussi. Oui ou non? Alors, oui, si on vaccine et que tout le monde a la possibilité de se faire vacciner. Donc, dans l'état actuel, c'est non, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas accéder et je refuse qu'ils se fassent tester dans le nez tous les jours pour avoir une vie normale. Ça, c'est pas possible. Donc, moralité, pas convaincu. Pas convaincu parce que le vaccin n'est pas ouvert à tout le monde et on le voit bien tous les jours. Mais sinon, vous le seriez. Sinon, je le saurais. Sinon, je le saurais. Mais pas convaincu. Pas convaincu non plus. Et puis, je trouve qu'avoir ce débat au moment où on essaye aussi d'avoir un discours pédagogique envers ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est extrêmement contre-productif. Donc, c'est effectivement complètement prématuré. Et pour moi, la philosophie même, c'est une rupture d'égalité qui me va pas du tout. Ah bah, il a fait une amitié contre lui, mais il avait pris un risque et il le savait. Christophe Barbier. Non, c'est fini. Non, une seconde. S'il vous plaît. On a un carnet de vaccination. C'est une maladie comme les autres. Aujourd'hui, il n'a pas été tamponné mon carnet de vaccination quand je me suis vacciné. Ça, c'est pas normal. On va pas faire un carnet spécial. Ah oui, non, ça oui. Je suis sorti avec un papier marqué patati. J'amène mon carnet, comme les autres maladies quand on va à l'étranger. Et ça, faut vite reprendre la main pour pas que les papiers aillent dans tous les sens. Vous pouvez pas prouver que vous êtes vacciné. C'est avec ce papier que je vais perdre. Merci, messieurs, dames. Si vous avez pris en cours qui va vous convaincre, un bon petit moment. Je crois qu'on tient un couple naissant, Graziani, Taureau, notamment sur la fermeture des écoles. C'était en début d'émission. Aujourd'hui, on veut diminuer absolument la contagiosité. Nous sommes avec différents variants qui sont très contagieux. Nous avons aujourd'hui à peu près 13 millions d'enfants dans les écoles et c'est des endroits qui sont pratiquement jamais testés. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une chose par rapport au début. On sait qu'ils sont contaminants autant que les adultes et ils ont des charges virales comme les autres. Donc la seule façon, c'est de bloquer. Pensez aux parents, comment allons-nous nous organiser? On est déjà en télétravail, alors on fait quoi? Télétravail, c'est la différence. Moi, j'ai un côté médical et je vois plutôt ceux qui sont en réanimation. Oui, mais vous ne pouvez pas ignorer l'ensemble des paramètres d'un problème. Vous nous avez fait la même chose la semaine dernière. En fait, bien sûr, si on regarde que les chiffres de la réanimation, on a envie de vous suivre, on a bon cœur comme vous tous. Non, c'est pas bon cœur. Mais il y a d'autres sujets. Bon, ils se retrouveront lundi prochain. Merci, messieurs, dames. Demain, rendez-vous pour Qui va vous convaincre dans le 120% News de 19h à 21h. Tout de suite, ligne rouge avec Aurélie Casse, portrait de Kamala Harris, vice-présidente investie. Ce sera mercredi à vivre en direct sur BFM TV. D'abord, la météo, préparée, présentée par Marc. Bonne soirée et à demain 19h.